2026 à vous, la santé, évidemment, le bonheur, l'amour, bref, tout ce qu'il vous faut pour que vous passiez une bonne année 2026. Pour ma part, nous avons clôturé, il y a pas longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, les différents top 10 et il est déjà temps de commencer à regarder des films qui peuvent potentiellement être éligibles au top 2026, des films que j'aurais vus au cinéma. Et oui, le monde du cinéma n'attend pas, il continue, il avance, et nous aussi, nous sommes là pour continuer à couvrir, évidemment nous sommes là pour continuer à regarder des films. C'est à peine fini et on reprend. Alors on va parler des premiers films vus au cinéma en 2026 pour ma part, dans cette toute première émission du film Valait le ticket. Alors ça y est, nous y est. Je vous avais dit que j'aurais mon ticket. Prenez un chewing-gum. Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Wow, c'est à moi que tu parles. C'est moi qui parle, enculé. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. C'est juste que dedans, c'est pas suffisant. Bah c'est pas faux. Vers l'infini et au-delà. Bienvenue donc dans votre tout nouveau rendez-vous hebdomadaire qui parlera donc des sorties cinéma de la semaine. Émission qui sortira donc le mercredi et je rappelle que vendredi dans 2 jours sort l'émission concernant les découvertes de l'année 2026. Donc nous allons parler aujourd'hui des films que j'ai vus entre le 1er et le 11 janvier 2026 sur un total de 5 films. On va parler de Los Tigres, Anaconda, Sur un air de blues, Ma frère et Father, Mother, Sister, Brother. Mais avant d'aborder ce magnifique programme, je vous invite bien évidemment à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je tiens, car je vous rappelle que ces films-là, je les ai déjà traités dans mes vidéos, mes Reels, mes TikTok. Donc, il y a mon Instagram, Gando.04, TikTok, Gando1064, YouTube, Gando04. Bref, on y est bien, suivez-moi, vous suivrez toute mon actualité. Puis en vrai, vous avez quelques exclusivités, c'est toujours cool. Allez, on perd pas plus de temps, on commence donc par le premier film que j'ai vu de 2026. Et oui, c'est le tout premier film que j'ai vu. Un film qui sent bon la coque, et Dieu seul sait que j'en ai jamais pris, Los Tigres, le tigre, pour ceux qui parlent pas espagnol. La niña también. Coge lo que tengan que coger, pero el barco no se te ocurra subirlo. Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto. 1, 2, 3. Los Tigres est un film réalisé par Alberto Rodriguez. Attention, petit indice, peut-être que la 3e syllabe de son nom de famille peut désigner la qualité de son film. Je rappelle son nom de famille, Rodriguez. Vous l'avez ou pas? Je déconne un peu, quoique. Réalisateur de La Isla Minima, Prison 77 ou encore L'homme au mi-visage, des films que je n'ai absolument pas vu. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Alberto, c'est la première fois que je regarde un film de ce cher Alberto. Le film nous raconte l'histoire de Antonio et Estrella, un frère et une sœur scaphandriers. Ils le sont suite à leur passion commune, qui a été transmise grâce à leur père, une passion de l'océan, une passion de plongée. Quand ils étaient petits, leur papa mettait sa montre dans l'eau et leur but aux gamins, c'était d'aller le chercher le plus rapidement possible. L'un est connu et même surnommé El Tigres, le tigre. Et la sœur ne peut pas trop plonger parce qu'elle est malentendante d'une oreille et ne peut plonger que jusqu'à maximum 7 mètres. Ce qui est con, hein, on va pas se le cacher. Si l'eau c'est ta passion, bon, ça va être compliqué pour elle. Le problème, c'est que Antonio a des problèmes cardiaques. Il ne peut pas continuer à plonger trop longtemps et il a besoin de thunes pour subvenir aux besoins de sa fille. Pour ce faire, il trouve une solution, voler et revendre de la drogue. Sans mentir, quand j'ai lu pour la première fois le synopsis sur Google, c'est-à-dire pas le synopsis que je viens de vous faire, le synopsis que je viens de vous faire, c'est moi qui l'ai écrit, mais la première fois que j'ai lu le synopsis sur Google, je me suis dit que j'allais passer un bon moment, l'idée paraissait vachement cool. Mais le problème, c'est que le film est très mal amené en termes d'histoire. Je m'explique, il y a des raisons. Dès le début, je ne comprends pas qui sont les personnages. Déjà, pour commencer, qui sont-ils ?
À quoi servent-ils? Je suis désolé, mais personnellement, je ne suis pas scaphandrier. C'est-à-dire que quand tu me parles avec des termes techniques de plongée, de scaphandre, de tout ça, bah je comprends pas. Je sais pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que moi, lorsque je vois les premières images, je me demande, ok, t'es plongeur, mais concrètement, c'est quoi ton métier? Tu fais quoi? À un moment donné, le capitaine de l'équipe parle de pétrole. Puis après, on voit l'équipe s'occuper d'un bateau. Puis peu de temps après, on a l'impression que Antonio, il va aider la police pour amener une voiture ayant coulé sur la rive. Enfin, à un moment donné, il y a trop de trucs qui se mélangent qui fait que je ne comprends pas c'est quoi le métier scaphandrier. D'ailleurs, en parlant de cette voiture que je viens de vous évoquer juste avant, à quoi sert cette histoire de voiture qui dure vraiment trop longtemps pour ce que c'est? C'est-à-dire que l'histoire dure 10 minutes et elle n'aura aucun impact sur nos personnages. Si ce n'est de montrer que, grosso merdo, on peut mourir sous l'eau en tant que scaphandrier. Bah, je suis désolé, mais j'ai pas vraiment besoin de ça pour le savoir. Je sais que, à partir du moment où tu es plongeur sous l'eau, il y a des risques que tu crèves. En vrai, je chipote un peu. Je suis un peu tatillon sur les éléments d'introduction, mais à côté, le film nous introduit tout de même assez bien les enjeux. Très rapidement, on comprend que Estrella ne peut pas plonger trop profondément dans l'eau, mais cherche quand même à taffer en tant que plongeuse, parce que ça reste une de ses passions, que Antonio, il a une ex-femme et des filles, et son ex-femme cherche à foutre en justice Antonio, quitte à lui retirer la garde de ses filles, parce qu'il est en galère de thunes, parce qu'il serait incompétent, parce que scaphandrier, on va pas se le cacher, ça paye mal. Et on va très vite comprendre aussi qu'il a un problème cardiaque, qui va l'empêcher de plonger dans pas longtemps. Alors pas longtemps, on sait pas trop quand exactement, mais on sait que ça va l'empêcher de plonger. Et la solution qu'ils vont trouver, c'est la drogue. Ça pareil, ça s'enchaîne assez bien. Mais après, le film va commencer à s'emballer et va se perdre en route. On va vraiment mettre de côté l'enjeu principal. C'est-à-dire que pour moi, l'enjeu principal de ce film, c'est quand même les enfants d'Antonio. Et vraiment, cet enjeu-là va être tellement mis de côté tout le long du film. À un moment donné, on va nous faire croire que les enfants d'Antonio sont capturés. Mais ça sera très vite balayé d'un revers de main et sans avoir aucune conséquence sur nos personnages également. À quoi ça sert? Alors que, d'un autre côté, le film va prendre son temps sur des arcs que j'en ai un peu rien à foutre et qui seront un peu mal amenés également. Par exemple, le papa d'Antonio et Estrella, qui sera une figure qui planera tout le long du film sur nos deux personnages. Mais concrètement, le fait d'en parler, ça va rien rajouter. Ça va rien rajouter pour caractériser nos personnages, et ça va rien rajouter pour l'histoire. Même si, à un moment donné, éventuellement, on va parler de la jalousie qu'a la sœur vis-à-vis de son frère, mais ça sera tellement mis comme un cheveu sous la soupe, mais genre en mode, elle va reprocher des trucs du jour au lendemain à son frère, des trucs que, notamment, son frère pouvait pas savoir si elle lui en parle pas, quoi. D'autres problèmes seront abordés qu'une seule fois, d'autres problèmes qui auraient pu être intéressants, comme par exemple l'oreille d'Estrella, le fait qu'elle ne peut pas plonger plus de 7 mètres sous l'eau. Ça, à un moment donné, ça va être abordé une fois, mais pareil, zéro conséquence, zéro impact, il va y avoir juste un effet de « oh là là, j'ai mal », mais c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Et puis il faut aussi se dire qu'à 15 minutes de la fin, il y avait beaucoup trop d'arcs qui restait ouvert, qui devait être fermé. Et du coup, le film va bâcler les conclusions, vraiment. Et puis la fin, vraiment, en toute franchise, la fin ne me convient pas. Pour moi, il aurait fallu une fin beaucoup plus radicale, mais évidemment, je ne vais pas vous spoiler. Ouais, scénaristiquement, c'est un film qui m'a vraiment laissé sur la touche, mais par contre, en termes de réalisation, Alberto Rodriguez, on va pas se le cacher, il se débrouille pas mal. Il y a pas mal de scènes qui m'ont marqué un petit peu. Déjà, les scènes d'immersion sous l'eau. Elles sont vraiment très bien foutues. Alors, c'est différent que Avatar 2. Hein, on n'est pas sur la même immersion. Avatar 2, c'est vraiment nous montrer que l'océan, c'est trop beau, la nature, nanani, nanana. Là, le film va nous dire, ok, les scaphandriers, ils ont un métier hyper complexe. Ils jouent leur vie. L'océan, c'est dangereux. Et on va vraiment nous immerger, nous mettre dans un univers visuel et sonore, avec une tension qui marche très bien tout du long. Et puis, il y a vraiment des plans qui sont bien réfléchis. Je pense à un plan, notamment, qui dure à peine 2 secondes, hein, pas longtemps, mais qui est vraiment très beau à voir. C'est ce plan où Antonio va faire remonter un cadavre de la mer, et on va avoir ce plan où la caméra est sous le cadavre, et on voit le cadavre remonter, petit à petit, avec le soleil qui traverse l'eau,
je sais pas comment vous le dire, mais j'ai trouvé ça assez beau à voir. Il y a aussi cette scène où Estrella et Antonio sont dans la voiture et la caméra va vraiment pivoter en 360 en train de nous montrer ce qui se passe autour de la voiture, à l'intérieur de la voiture. C'est vraiment très joli. En conclusion, Los Tigres est un film plutôt mid. Mais plutôt mid, notamment à cause de son histoire. Parce qu'après, en vrai, en termes de réalisation, c'est plutôt ok. Allez, il est temps de chanter. Chanter en compagnie de Hugh Jackman, chanter du blues, chanter de l'amour, chanter de vieilles chansons. J'en fais trop, peut-être, mais on va parler d'un film qui n'a pas fait grand bruit parce qu'il a été bazardé face au bulldozer Avatar 3. On va parler de Sur un air de blues. Tout l'amour qu'on me donne est pour toi, Claire. Tu es ma August Night, ma September Morn, ma Heartlight et ma Crackling Rosie. J'avais tout prévu, j'allais t'amener dans un hôtel 3 étoiles avec un grand buffet à volonté, je t'aurais fait ma demande et tout. Mais si t'as pas envie, on peut peut-être aller tester ce buffet. Ils ont un gars qui fait des omelettes, des crêpes. Sur un air de blues est un film réalisé par Craig Brewer, le réalisateur derrière Black Snake Moan, Footloose ou encore Un prince à New York 2. Je n'ai vu aucun de ces films, je ne jugerai donc pas, mais 2 étoiles sur 5 sur Allociné pour Un prince à New York 2... Bon, c'est mal barré. Le film est donc une comédie romantico-musicale avec Hugh Jackman et Kate Hudson, un acteur que j'apprécie et que je reconnais un certain talent pour le chant, notamment dans The Greatest Showman, et des vidéos tournent de lui d'ailleurs dans une comédie musicale en tournée aux States, et une actrice que je connais pas, je vais pas faire semblant, je connais pas Kate Hudson. Et apparemment, il s'agit d'une histoire vraie, et cette petite précision aura son importance plus tard. Le film nous raconte donc l'histoire de Mike et Claire, 2 musiciens basés sur des reprises de chansons. Les deux étant en galère financière et voulant développer leur art, ils décident de créer un cover band, groupe de reprises, hein, en gros en français, du chanteur Neil Diamond. Et de ce groupe va se créer une potentielle histoire d'amour. Passons au mensonge que je viens de vous dire, globalement l'histoire d'amour est inexistante. En tout cas, tel qu'on l'entend lorsqu'on parle de comédie romantique. C'est-à-dire que leur rencontre et leur mise en couple va durer, grosso merdo dans le film, sur un film de 2 heures, il va durer 15-20 minutes à tout péter. Ils seront déjà en couple lorsque ils vont créer le groupe de cover band. Tout le reste du film portera sur l'existence de ce groupe. Et évidemment, de leur relation de couple via ce groupe et d'autres péripéties qui arriveront petit à petit dans le film. Mais on n'est pas sur une comédie romantique telle qu'on pourrait l'entendre. À côté, les personnages sont plutôt très bien développés. Dès le début, on comprend que Mike, c'est un ancien alcoolique qui n'a que la musique pour tenir. Et la musique, c'est tellement important pour lui qu'il en aura un caractère assez dur. Disons que c'est une information qui va arriver dès le début, il sera prêt à se mettre à dos des gens pour chanter. Il sera prêt à renoncer à sa paix pour chanter ce qu'il veut, quand il veut. Et là vient un problème, selon moi. Parce que dans le film, il va s'engueuler avec sa femme justement pour ce problème-là. Parce qu'il va commencer à prendre un peu la grosse tête et qu'il va avoir un ego en disant « Oui, mais cette chanson, elle est mal placée par rapport à la tracklist, je veux cette chanson, pas celle-là. » Et leur dispute va durer vraiment 2 secondes. Puis grâce à une pirouette, sortie du trou du cul du monde, et ben la dispute prendra fin et plus rien ne lui sera reproché par la suite. C'est-à-dire que Mike a le droit d'avoir un ego surdimensionné, il lui sera reproché qu'une seule fois, et basta. Et c'est dommage pour moi. Claire, à côté, est aussi bien développée, mais plus à partir de la seconde moitié du film. Lorsqu'il se passera un événement que, évidemment, je vais pas spoiler, mais un événement qui sera tellement important que ils ont plutôt très bien développé Claire à ce moment-là. Même la relation entre Mike et ses beaux enfants, c'est-à-dire la fille et le fils de Claire, seront plutôt bien développés. Alors que, on va pas se le cacher, ça partait plutôt très mal. Mais une question me reste en suspens, tout de même. Et ce, même après le visionnage du film. À un moment donné, Mike, il a une attaque cardiaque. Dans un hôpital. Mais au lieu de demander au médecin de s'occuper de lui, il va plutôt demander à sa belle-fille de s'occuper de lui. Et pourquoi, tout le long du film, malgré ses problèmes cardiaques, Mike ne demandera de l'aide à personne. C'est donc un film qui va parler de rêves, de s'accrocher à ses rêves, d'accepter de vieillir et d'être moins en forme pour ses mêmes rêves. Et je trouve ça un peu dommage, personnellement, de faire miroiter cette espèce de « quand on veut, on peut ».
Parce que comme je le disais, cette histoire est tirée d'une histoire vraie. Et qu'à un moment du film, les protagonistes étaient reconnus par les médias, par les fans, qu'ils aient des fans, des t-shirts à leurs effigies, et qu'ils sont mariés. Je me suis posé la question en combien de temps tout ceci s'est passé, concrètement. Parce que généralement, pour devenir connu, il faut plusieurs années. Sauf que là, j'ai vite compris que pour être connu, il aura fallu 1 an. Et du coup, à ce moment-là, c'est posé une question, c'est est-ce que cette histoire est vraiment vraie, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que ça leur a vraiment pris 1 an, ou alors, tout ça, c'est un peu romantisé. Mais vu que tout ça vient d'un documentaire, je vous avoue, j'ai pas pris le temps de regarder le documentaire, je m'en fiche un petit peu, j'en saurai pas plus. Après, en termes de réalisation, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, on est sur du basique chez basique, même si j'ai trouvé ça drôle. Que le seul moment où le réalisateur commençait réellement à s'amuser et à tenter des choses, c'était uniquement pendant les moments musicaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs sympas pendant les moments musicaux, mais pour le reste, c'est vraiment basique. Allez, on enchaîne. Comédie populaire avec Jack Black et Paul Rudd, remake d'un film de 1997, une grosse bestiole qui veut tuer des humains, qu'est-ce qui peut mal se passer? Anaconda. Oh non, le serpent. Il est vivant. T'avais dit que t'avais vérifié son pouls. C'est ce que j'ai fait. Doug, il est derrière toi. C'est quoi cette cochonnerie dans mon dos? C'est une longue histoire. Cours. Anaconda est donc un film réalisé par Tom Gormican, le réalisateur de Célibataire ou presque, ou encore d'un Talent en or massif. Et vu la merde qu'il nous a pondu, ça n'en est pas un, Tom. Un Talent en or massif. Non, direct, hein, vraiment, je rentre dans l'art. Hein, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la grosse merde. Et non, ce n'est pas parce que le film est un remake d'un film des années 90 que j'allais me taper ce 10 films. Parce que j'ai ce qu'on appelle la flemme. C'est faux, mais il faudra attendre vendredi pour mes découvertes de la semaine. C'est gratuit, c'est ma pub. Sinon, vous allez directement sur mon Instagram, Gando04, Story à la Une, Cinéma 2026. Le film est dispo sur Netflix, sinon. Le film nous raconte donc l'histoire de Doug et Riff, deux losers de la vie, mais fans de cinéma. À savoir que j'aurais très bien pu m'identifier à ces personnages-là, du coup, qui veulent absolument réaliser un remake d'un de leurs films préférés, à savoir Anaconda. Déjà, qui est fan de ce film à ce point-là? Je crois que dans le monde, personne n'est film de Anaconda à ce point-là. Déjà, je ne connaissais pas l'existence de ce film avant, hein, mais ils en sont tellement persuadés qu'ils mettront quand même côte à côte ce film en compte du troisième type. Bon. Et en allant en Amazonie pour tourner ce remake, ils tomberont sur un monstre fait d'écailles voulant les bouffer. Un anaconda géant. Non, alors, ce film est une catastrophe. Voilà. Alors, il est drôle. Il y a des vannes sympatoches de temps en temps. Après, en même temps, je suis plutôt un très bon public, hein, on va pas se le cacher. Mais je suis pas assez bon public pour rigoler à une scène de débat autour de comment on fait un bon coup de boule pour faire mal. Ou encore une scène où Jack Black se fait littéralement pisser dessus. Non, je rigole pas, hein, par contre, il se fait vraiment pisser dessus, parce qu'il s'est fait mordre par une araignée, sortie de mon trou du cul, sauf que, MDR, son pote a la phobie de faire pipi devant tout le monde. Du coup, pendant 5 minutes, mais vraiment 5 minutes, montre en main, on nous fait un plan, au ralenti, où le gars, il est en train de le pisser dessus, parce que les autres, ils l'auront encouragé, qu'ils sont tous contents, là, il nous fait pipi dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Même pour vous dire, il y avait pas grand monde dans la séance où j'y suis allé, il y avait un gamin et sa grand-mère, même le gamin n'a pas rigolé. C'est une perte de temps. C'est quand même un film qui dira littéralement à un moment donné dans son film, je cite, « C'est pas la taille qui compte ». Non mais je vous donnerai pas le contexte, je vous laisse quand même un minimum de surprise, mais les gars, sérieusement, j'aime beaucoup Jack Black. J'aime beaucoup l'humour de Jack Black, mais je l'avais déjà expliqué lors de ma vidéo sur Minecraft, disponible sur mes réseaux sociaux, là, Minecraft le film. Hein. Lorsqu'on laisse Jack Black faire du Jack Black pendant un film entier, avec ses mimiques, son exagération constante, au bout d'un moment, c'est lourd. Puis c'est lourd aussi parce que les acteurs n'en ont rien à foutre de bien jouer. Et ça se sent, ça surjoue à mort, on n'y croit pas. À quoi ça sert de faire un film si à ce moment-là, on n'y croit pas? Alors oui, il y a des films où peut y avoir du second degré, où il y a de l'absurde, oui. Mais là, le film se prend trop au sérieux pour que je puisse dire «
Ah oui, oh mais c'est absurde, j'aime beaucoup ce qui se passe. Non, ça ne marche pas. Et on va essayer tout de même de nous faire croire à un minimum de scénario lorsqu'on va nous introduire à des mineurs d'or qui, nous explique-t-on, polluent les rivières et tuent les anacondas. Mais ces personnages seront tellement inutiles que les scénaristes se sont dit, tiens, on va les faire disparaître en un claquement de doigts, merci, au revoir, c'est ciao. Il y aura des retournements de situation sortis de mon cul également, qui ne feront pas avancer l'histoire, et qui limite, on s'en foutra. Un gars meurt, on s'en bat les couilles, on continue quoi. Tout ce que tu m'as dit était faux depuis le départ, bas les couilles, on continue le film. On a une actrice qui veut nous tuer, bas les couilles, on continue. Un anaconda veut nous bouffer, bas les couilles, on continue. Je veux abandonner le film, bas les couilles, je le continue quand même. Je vous spoil en ce moment le film, bas les couilles, je continue. Et puis ce fameux anaconda qu'on nous tease depuis le début du film n'interviendra qu'aux 3/4 du film. Alors sur le papier c'est pas un problème, y a pas de souci. Mais on va tenter de nous faire croire une chose sur le papier qui aurait pu marcher. J'aurais pu être surpris sur cette chose-là. Mais l'affiche et la bande-annonce nous spoilent la résolution de cette chose. Non mais sans déconner. J'ai vu le truc, je me suis dit, bah oui mais non. La bande-annonce nous montre littéralement une scène où c'est faux ce que t'es en train de nous montrer. La fin, je peux vous la résumer à boum boum, merci, au revoir. Et bah effectivement, merci, au revoir, au suivant. Et le suivant est un film un peu particulier parce qu'il touche à un sujet auquel je m'y connais un peu et que, voilà, ça me touche personnellement, à savoir le métier d'animateur en colonie de vacances. Il s'agit de Ma Frère. J'ai quand même minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là je te le dis cash. Parfois, je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y, toi-même, tu sais, des fois, il y a des rencontres qui comptent. Le film est réalisé par Romane Guéret et Lise Akoka, les réalisatrices de L'Épire et de Chasse Royale. On va nous raconter l'histoire de Shai, la vingtaine, obligée de cacher sa relation avec Ismaël car il est juif et elle doit se marier avec un musulman d'après son frère. Et Djeneba, obligée de s'occuper de son frère de 1 an suite à l'abandon de ce dernier par sa mère. Pour se changer les idées et gagner des sous, les deux vont devenir animatrices de colo pour les 6-10 ans. Avant de commencer, j'aimerais vous parler un peu de moi. Voilà, petit moment un peu perso. J'ai été animateur en centre de loisirs et de colo pendant environ 3-4 ans. J'ai été formé par donc, le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BABA pour devenir animateur en gros, mais j'ai également été formé en formation professionnelle, le BPJOPS. J'ai arrêté de faire ce métier à plein temps, tel qu'on l'entend, entre guillemets, mais je continue de le faire ponctuellement, notamment lors des colonies de vacances. Donc c'est un métier que je connais, que je côtoie, et puis même quand j'étais petit, j'étais en centre de loisirs, donc je connais ces choses-là. C'est un univers qui me parle. Il me parle tellement que je me suis toujours dit que si un jour je devais écrire un livre, écrire un scénario, ou réaliser un film, ça serait très certainement sur ce sujet-là. Tellement je considère que ce métier-là est l'un des plus beau métier du monde. Et je mâche mes mots. Pour moi, le métier d'animateur est l'un des plus beaux métiers du monde. Parce que oui, il existe vraiment très peu de films qui parlent de ce métier sans que ça soit juste une blague. Alors, il y a eu Nos Jours Heureux, je crois, de Nakache et Toledano, qui le fait plutôt bien, mais pour moi, il manquait un petit truc. On sous-estime l'impact que peuvent avoir les enfants sur nous. Ce qu'ils peuvent nous apprendre. On les écoute tellement peu, on les laisse tellement de côté en prenant les décisions à leur place. C'est déjà des sujets auxquels je me suis exprimé, notamment lorsque j'ai parlé du roman de Jim sur une de mes stories. N'hésitez pas à aller la voir, story à la une cinéma 2025 sur mon Instagram gando.04, ou encore lorsque j'ai évoqué mon top 1 de l'année 2025, à savoir Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. C'est des sujets qui me touchent. La place de l'animateur est pour moi cruciale. Ils sont un repère supplémentaire des parents et de l'école. Ils sont vecteurs d'éducation et de messages. Très sincèrement, quand je parle de moi, je ne sais pas qui je serais. Je ne sais pas la personne que je serais si je n'étais pas allé en centre de loisirs et si j'avais pas rencontré certains animateurs dans ma vie. Alors, attention, ce discours il tient pour les animateurs faisant bien leur travail et le prenant à cœur. Évidemment, il existe de très mauvais animateurs qui sont là que pour pécho, partir en vacances gratos, faire des jeux, se disant « Oh là là, il y a juste à les surveiller et c'est fini ». Voilà, on les connaît, mais là je parle évidemment des animateurs qui prennent à cœur leur métier. Et du coup, en allant voir le film, je me suis confronté à une réelle dissonance cognitive quand j'ai vu Ma Frère. Car beaucoup de mes réflexions personnelles concernant le métier
concernant différents sujets sont venus à moi. Et en même temps, le film, il est pas mauvais. Ce qui fait que je considère le film un peu comme un acte manqué, d'après moi. Encore une fois, je vais m'expliquer. Alors, on va exorciser vite fait la partie enfant, comme ça on passe à autre chose. Quand on m'a vendu le fait que les enfants et animateurs venaient des classes populaires, je me suis dit cool. On va aborder la difficulté des classes pop, la violence, le racisme, le sexisme, la pauvreté, et en même temps on abordait les bons côtés. Parce qu'après tout, ils sont comme nous. Si on les voit d'un aussi mauvais œil, c'est parce qu'on les voit qu'à travers les médias. Force est de constater que j'avais tort. On va aborder cette question 2 fois dans le film. Une fois où les enfants vont parler de richesse et de bonheur. Est-ce que le véritable bonheur, c'est l'amour ou l'argent, selon leurs conditions? Et la deuxième fois, c'est avec les animes, lorsqu'on va apprendre que Geneba était à l'université, mais que c'était trop compliqué parce qu'elle était l'une des seules noires, et que le fait d'habiter loin, c'était compliqué. Et que non, la méritocratie, le quand on veut, on peut, le transfuge de classe, n'est pas automatique et qu'il n'existe pas. Que la véritable chose sociologique qui existe, c'est la reproduction sociale et le déterminisme. Dans 2 heures de film, c'est tout. Et puis, en ce qui concerne les enfants, la question de l'animateur, il sera secondaire. Limite, il n'existe pas. Les enfants s'engueulent souvent, c'est pas grave. Ils disent des gros mots, c'est pas grave. Une anime fait une blague mais ne la désamorce pas auprès des enfants, c'est pas grave. On voit des gens nus devant les 6-10 ans, je rappelle, hein. C'est pas grave. Un gamin exprime la souffrance de perdre ses parents, on en fait une vanne, hein. Et personne n'intervient. C'est pas grave. Les animateurs s'engueulent et se critiquent devant les enfants. C'est pas grave. On autorise aux gamins de jouer au chat version juif nazi, parce que ça serait cathartique pour eux. C'est pas grave. Laisse les gamins ayant pris un portable alors qu'ils n'avaient pas le droit. C'est pas grave. Des gamins font le mur et bouffent des moucheries, à savoir des chocolats alcoolisés. C'est pas grave. Ils ont 6-10 ans, je rappelle, hein. 2 enfants se retrouvent obligés de s'embrasser devant tout un groupe qui les force. C'est pas grave. Encore une fois, c'est une dissonance cognitive qui n'arrive qu'à moi, parce que je connais ce métier-là, je sais ce que j'aurais éventuellement fait si j'étais à la place des animateurs. Mais moi, ça me pose problème. À ce moment-là, pour un film qui aborde la question de l'animation, ça me pose problème. Même si, sur le tout dernier point, à savoir les enfants qui s'embrassent et qui sont obligés, j'exagère un peu, parce que les animateurs, ils vont intervenir. Mais très tardivement. Puis ils interviendront pas pour le reste, c'est catastrophique. Et puis c'est vraiment con, parce que lorsque je relis toute la liste là, que je viens de vous faire, c'est vraiment beaucoup trop long. Le b.a-ba de notre métier, c'est la sécurité physique, morale et affective des gosses. Là, il est inexistant. C'est pas possible, ces animateurs n'ont pas passé un minimal BAFA. Le véritable enjeu du film, ça sera pas les animateurs, ça sera ces personnages principaux, en dehors du métier, à savoir Shai et son histoire de relation cachée avec Ismaël, de Geneba et du petit frère. Mais du coup, ces histoires sont un peu noyées par la colo. Si vraiment on garde juste cette histoire-là, et qu'on découpe toutes les parties colo, ben on a un beau court-métrage de 20 minutes. Le film est pas mauvais, mais il durera 20 minutes. Alors, le film est beau, hein, encore une fois, il est ancré dans le réel, et pas vraiment agréable pour le spectateur et ses personnages principaux, qui vont être obligés de prendre leurs responsabilités, et de se prendre le réel en pleine gueule. Mais vraiment, je peux pas en dire plus, parce que vu comment l'histoire est maigre, ça serait vous spoiler. Allez, on enchaîne, et on termine surtout avec le dernier film que j'ai vu, littéralement, il y a 2 heures avant le début de l'enregistrement de cette vidéo. On va parler de Father, Mother, Sister, Brother, Daughter, Son, Uncle, etc., etc. Mom looks good. She doesn't look old, does she? The world is really fragile, I think. Anything could happen. It's all so random. Father, Mother, Sister, Brother est un film réalisé par Jim Jarmusch, le réalisateur de Patterson et Only Lover Left Alive. Petit fun fact concernant ce réalisateur, le dernier film de Jim Jarmusch est sorti en 2019, à savoir il y a 7 ans, avec The Dead Don't Die. Le film est donc un triptyque, c'est-à-dire 3 histoires racontant des histoires de famille, notamment les relations parents-enfants ou enfants entre eux. Donc comme je l'ai dit, 3 histoires. Le premier appelé Father, le deuxième appelé Mother, et donc le troisième appelé Sister Brother. Vous avez tout compris, vous avez tout suivi. Le point commun entre les 3, on se fait chier comme un rat mort. Et je vous jure, on sent que l'objectif du réalisateur, c'est de montrer des scénettes qui nous montrent comment c'est chiant lorsque les membres d'une famille se retrouvent, mais qu'ils n'ont rien à se dire. À la limite, le moins chiant, c'est la 3e scène entre le frère et la sœur, parce qu'ils ont plus de choses à se raconter tout de même.
Puis, il y a des choses où des fois tu te poses la question pourquoi c'est là. Sur les 3 histoires, il y a des plans avec des skates au ralenti. Ça raconte rien. On ne sait pas pourquoi ça existe, mais c'est là. Sur chaque histoire, il y a une Rolex. Pourquoi? Je sais pas. Ils trouvent le moyen de caler une Rolex. Sur chaque histoire, il y a des running gags sur des choses. Je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser la joie de découvrir ça, mais on sait pas pourquoi ça existe, mais c'est là. Je vous raconte pas tout, parce que je voudrais pas vous spoiler un film chiant comme tout, mais des fois on nous introduit des histoires sans intérêt. Parce qu'on n'en fait rien. On nous introduit une potentielle dépression, mais on nous le développe pas. On nous introduit une certaine gêne qui fait que potentiellement, on n'a pas envie de se voir entre nous. On nous raconte rien. On nous introduit une maladie, mais pareil, on n'en fait rien. Juste on l'évoque, et c'est tout. Le film va beaucoup jouer sur la gêne, sur les discussions inutiles, sur la couleur des habits, le temps, les livres, etc. Et les longs silences bien gênants. Mais pareil, on ne sait pas vers où ça va, on ne sait pas pourquoi. On va aborder aussi les faux semblants, les mensonges intrafamiliaux. Qu'est-ce qu'on est prêt à montrer de nous dans la famille pour obtenir ce que l'on veut. En vrai, je vais pas vous le cacher, le film est pas fou. Il est chiant. Et si vous voulez vous faire chier et avoir les mêmes problématiques, franchement, retournez voir vos familles à Noël, hein. Vous aurez exactement les mêmes choses. Et c'est ainsi que se termine cette première édition du film Valait le ticket. On va pas se le cacher, cette première semaine de cinéma, elle est pas fifole, hein. Je m'attendais vraiment à mieux, notamment de Father, Mother, Sister, Brother, de Ma Frère ou de Los Tigres, hein. Mais dans les 3 cas, j'ai vraiment été déçu. Vraiment, j'espère que la semaine prochaine, ça sera mieux. Mais j'ai espoir. Vous savez pourquoi? Parce que j'irai voir L'Affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé, et sûr et certain. Et bon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir, celui-là, 28 ans plus tard. The Bone Temple de Nia DaCosta. Très hâte de vous en parler, sachant que 28 ans plus tard de Danny Boyle a fini top 2 de l'année 2025. J'ai beaucoup trop d'attentes pour celui-là. J'en trépine d'impatience. Et peut-être d'autres surprises. Mais pour cela, je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux. Gando.04 sur Insta, Gando1064 sur TikTok, etc. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve dès vendredi pour parler des premières découvertes de 2026. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà de quoi je vais parler. On va parler de Spielberg, du premier Anaconda et de The Witcher. D'ici là, ayez votre ticket. Ciao, merci. Prenez un chewing-gum? Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Wow, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi que tu parles, enculé. C'est à moi que tu parles, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. C'est juste que blanc, c'est pas suffisant. Bah, c'est pas faux. Vers l'infini